Salut les devins, c'est Seikyo. Je ne sais pas qui a inventé le fait de doser, mais ce n'est certainement pas les fans d'anime manga et encore moins Dragon Ball. La série était, a priori, d'après ce qui s'exprime au plus bas de leurs appréciations, et désormais elle est au firmament, comme s'il était impossible de trouver un juste milieu. Alors au niveau de vos votes, sur le sondage toujours en cours, à l'heure où je m'exprime, 6500 votants, 70% d'entre vous l'ont placé top, 17% moyen et 13% zéro. C'est probablement le sondage auquel vous avez répondu le plus positivement. Et il y a largement de quoi le comprendre. Alors je sais, j'ai bien entendu que mes sondages représenteraient à minima partiellement ma communauté, bien que YouTube l'ouvre à un plus ample public, et que malgré le nombre assez colossal de votants, d'ailleurs merci pour cela, certains d'entre vous ne seraient pas convaincus de la représentativité de l'échantillon. Le souci jusqu'à présent, c'est que ces personnes-là me disaient va sur la chaîne de un tel ou un tel, il y a un sondage sur lequel le résultat est tout autre. Alors plutôt que d'entrer dans une guerre de paroisse entre chaînes YouTube, avec des échantillons en termes de votants plus restreints que sur ma chaîne, ce qui n'aide pas du tout, allons voir ce qu'il en est de la vie globale sur d'autres plateformes, totalement indépendantes de YouTube. Et allons vérifier si factuellement, Dragon Ball Daima plaît ou pas à ceux qui l'ont regardé, et ne nous limitons plus uniquement à ceux qui se sont exprimés à l'écrit ou à l'oral, mais prenons une population bien plus large. Tout d'abord, la base de données des films sur internet, IMDb. Je vous épargne le détail épisode par épisode, sinon on s'en sort plus, mais sur la série en elle-même, Dragon Ball Daima, soit jusqu'à aujourd'hui c'est 19 épisodes, sur 6500 votants, la série obtient le score de 8 sur 10, sachant qu'il y a eu une vague de bashing récemment qui a été lancée. La série obtenait des scores plus élevés, mais 2-3 malins sur YouTube ont donné l'ordre d'aller descendre la note sur IMDb, voilà ce qui s'est produit. Même en essayant de faire cela, même en attaquant, la série reste à 16 sur 20. Je vous ferai remarquer qu'un tel site comme IMDb a réussi à cumuler sur toute la série depuis ses débuts 6500 votants. Lorsque je vous propose les résultats de mon sondage, c'est souvent le même nombre de personnes qui ont voté en seulement 24 heures. Donc pour ceux qui pensent que mes sondages présentent de tout petits échantillons, il faudrait se réveiller. Et ça, ce n'est pas moi qui en suis à l'origine. C'est vous qui venez voter et à nouveau merci. Je me doute que ce n'est pas suffisant, alors allons voir du côté francophone. C'est pas très à l'avantage de la série vu que sur les réseaux, ceux qui s'expriment à son encontre sont surtout du côté francophone et encore plus franco-français. Sur la plateforme de streaming, Animation Digital Network, ADN, c'est là où je regarde l'animé d'ailleurs, j'ai même pas voté sur le site, je n'arrive pas à obtenir le nombre de votants, mais l'on peut constater que la série dans son ensemble reçoit la notation par son propre public de 4,4 sur 5. C'est encore mieux que sur IMDb et c'est pas très loin de l'excellence, à savoir 18 sur 20. Alors là, la taille de l'échantillon nous paraît inconnue. On voit qu'il y a 45 commentaires, ça n'a pas l'air très actif. Ok, rendons-nous alors sur la page concurrente de Crunchyroll. Eux aussi bénéficient de Dragon Ball Daima, eux aussi ont récolté les votes du public depuis les débuts de la série avec 51 000 votants. Là, je sais pas si on se rend compte du truc, ça fait la taille d'une belle ville moyenne ou d'un stade de foot. À titre d'exemple, c'est plus que le Parc des Princes dans sa pleine capacité, qui lui est à 48 000. Et bien sur ce nombre de votants-là, vous l'avez déjà vu, je ne vous ai pas caché la surprise, la série Daima a été considérée par 90% de ces personnes comme un 5 sur 5. Et vous voyez que le reste des votes, jusqu'à une étoile au plus bas, se partagent des miettes. Je me suis renseigné sur pourquoi est-ce que le total faisait plus que 100%, alors j'ai pas eu les réponses les plus exactes. Ce serait a priori parce que chaque type de vote ne serait pas mis à jour simultanément, ce qui fait que les grands équilibres du vote sont préservés, mais à 2-3%, le truc peut vaciller un petit peu. C'est une remarque que vous m'aviez faite lorsque j'en ai parlé, vous avez bien raison et j'ai été vérifié que le truc n'était pas vérolé. Donc on se retrouve avec peu ou prou 90% de 51 000 personnes qui ont voté pour nous exprimer leur complète satisfaction. Même moi, à qui on cherche à faire porter divers chapeaux relativement à Daima, je ne lui aurais pas mis 5 étoiles. C'est pour vous dire. Au global, pour le moment, ma notation, elle irait peut-être plus vers les 3,5. Quelque chose comme ça. Ça représente à peu près mon état de satisfaction par rapport à cette dernière et les craintes que j'aimais aussi. S'il existe encore plus représentatif, factuel et objectif. Vous voyez, moi qui vous dis à chaque fois, faites attention, les vidéos YouTube c'est de la subjectivité. Pour une fois, je peux vous présenter des éléments objectifs, sachant que ces personnes sur Crunchyroll ou ADN ne payent pas
toutes en tout cas, spécifiquement pour Daima. Elles payent pour un catalogue. Idem pour les personnes qui regardent Daima sur Netflix, peut-être encore plus vu que c'est en différé. Une petite partie paye probablement pour Daima, mais la majorité paye pour avoir accès à un catalogue global pour partager avec la famille, etc. Rendant l'argument caduque concernant le fait que ce serait un public qui est venu pour Daima qui vote pour Daima. Non, c'est faux, c'est le public Crunchyroll qui vote sur Daima et ils ont accès à plein d'autres œuvres, de très haute qualité par ailleurs. Solo Leveling, Dandadan, One Piece, Re:Zero, Blue Exorcist, L'Attaque des Titans, My Hero Academia et encore je ne fais que vous citer les plus populaires. Ils ont donc du choix, un regard éclairé et je me rends même compte en discutant de cela que Dragon Ball Daima figure dans le top 3 des animés les plus populaires sur Crunchyroll, avec un filtre de popularité activé. Bien que cela n'entérine pas complètement ma thèse, il faudrait d'autres chiffres pour vérifier, elle tend à confirmer ce sur quoi on levait le voile précédemment. Il y a effectivement des personnes qui n'ont pas apprécié Daima, qui ne l'apprécient toujours pas, elles existent, elles sont réelles, elles sont sincères, mais elles ne sont pas aussi nombreuses qu'on serait tenté de le croire si jamais on posait la loupe sur le microcosme des réseaux sociaux. Au-delà de ça, il y a bien plus de monde et au global, de manière plus qu'appuyée et très tranchée, l'opinion générale concernant Daima est positive, voire très positive. Je vous dirais même plus positif que mon propre avis. Ce qui fut drôle après la révélation de cet épisode numéro 19, c'est que la plupart des comptes Twitter notamment sur lesquels j'avais un soupçon de malhonnêteté quant à leurs avis sur Daima, bien que prétendant en répétition non mais j'essaye de trouver la cohérence et la qualité etc, ne se sont pas exprimés sur le 19e. C'est bizarre, dès qu'il y avait la moindre embrouille du 1 au 18, ils étaient là à la minute en simultané avec le Japon, et là même après la sortie en VostFR, silence radio. J'en conclus définitivement que ces personnes elles se reconnaîtront, j'ai pas besoin de les citer, n'œuvrent pas pour le bien de Dragon Ball tel qu'elles le prétendent, mais tentent à minima de rentabiliser le petit écusson Twitter Blue, voire même de se faire un petit billet en écrasant Dragon Ball. Je ne leur accorde plus aucun crédit. On a eu aussi des vagues de retournement de veste, au moins ça s'est fait sur la tonalité de l'humour. Ça peut paraître hypocrite, mais bon, au moins ces personnes ont eu l'audace de dire « Ok, je retourne ma veste à minima sur le 19e épisode. Ça ne veut pas dire que j'apprécie toute la série, mais j'ai beaucoup aimé, et il y a certains aspects de l'épisode, dont Dragon Ball en général, que ce soit Daima ou autre, devrait vachement s'inspirer. » Des personnes qui disaient du mal chaque semaine de Dragon Ball et qui là quand même hissent à minima le drapeau blanc histoire de faire un petit peu la paix, ne serait-ce que pour cette semaine-là. Et je trouve que c'est une démarche malgré tout honnête et de ne pas rester muet, de ne pas faire l'autruche ou de ne pas rester dans leur position juste pour maintenir la posture. En marge, j'ai vu également des commentaires vraiment sensés me disant pourquoi ils n'avaient pas apprécié l'épisode. Malgré sa popularité, je les ai trouvés vachement sincères, mais c'est pas le genre de personnes à gesticuler autour de Daima pour faire de la stat, etc. C'est des personnes qui partagent sincèrement leur opinion, leur analyse, et derrière c'est fouillé, et que je sois d'accord avec elle ou pas, je me dis ouais, il y a de quoi discuter, il y a de la matière. En tout cas, ce fut la première semaine, si on exclut l'épisode 1, 2, 3, allez grand max de Daima, depuis lesquels mes réseaux sociaux n'ont pas été pollués après par des idées nauséabondes, crasses, fallacieuses ainsi que nulles et non avenues dans mes différents fils d'actualité. Il est vrai que ça a fait du bien. Alors de mon côté, ce 19e épisode de Dragon Ball Daima, dénommé Trahison, je l'ai trouvé au global vachement cool, je me suis retrouvé propulsé comme si j'étais gamin 5 ans découvrant Dragon Ball, les yeux écarquillés, émerveillés, à la fois par les aspects nouveaux ainsi que les rebonds nostalgiques. Visuellement, c'était un bonbon, et j'ai apprécié les deux parties de l'épisode. Les plus aguerris auront remarqué une forte scission entre, on va dire grosso modo, première et seconde moitié. Beaucoup d'impact du fameux Yamamuro sur la première partie et beaucoup d'impact de Takahashi sur la seconde, pas que, mais bon. Et j'ai beaucoup apprécié les deux. Ces deux salles, deux ambiances, le tout évidemment sous la direction et la houlette artistique de Nakatsuru. La première partie plus axée sur Vegeta et SJ3 qui rappelle plus le DBZ à l'ancienne, tandis que la seconde est peut-être plus dans la modernité, avec les travaux de Takahashi sur Goku qui sont phénoménaux, et au-delà de ça, c'est déjà beaucoup, c'est quand même l'art qui s'exprime. On en est à se demander si l'on n'a pas les plus belles scènes visuellement de tout Dragon Ball, animé et film y compris. Je vous invite d'ailleurs à véritablement visionner cet épisode 19 sur un écran suffisamment large pour qu'il puisse s'épanouir. J'ai fait le test pour vous, téléphone, PC, ainsi que sur une télévision relativement grande. Sur la télévision, j'ai vu multitude de détails supplémentaires, notamment au niveau de l'action. On a des scènes ici d'anthologie, la musique est nettement plus en retrait. Je ne suis pas d'accord avec le narratif prétendant qu'il n'y a rien à sauver sur le plan sonore dans Daima. Il y a des phases assez sympas. Dans le combat, c'est nettement plus faible, pas grand chose de mémorable. Ça me rappelle l'effet Bleach en fait, Guerre sanglante millénaire. Pas exactement dans les mêmes proportions, mais pour le moment, il n'y a pas grand chose à retenir, alors qu'en sortie du film d'Ebes Broly, j'avais la tête pleine de ces sonorités. Mais quand même, allez réécouter si jamais.
si besoin. La scène de transformation de Son Goku, il y a quelque chose sur le plan sonore qui, à force de revoir la scène, pourrait rentrer dans les mémoires. Toujours sur le plan sonore, quel bonheur, j'avais oublié à quel point ça l'était, de retrouver les comédiens de doublage d'origine sur tous les personnages évidemment de la Z-Team, hors Son Goku, lorsqu'ils sont redevenus grands, tout d'un coup, les voix sont revenues. Et pourtant, je me disais que les petits faisaient vraiment le job, les nouveaux comédiens, aussi bien sur le ton, sur l'emploi de leur voix, sur le fait de raccrocher au wagon des précédents. Et quand les originaux reviennent, aussi âgés soient-ils, tout de même moins que Son Goku, Masako Nozawa a 88 ans. Vous imaginez les dingueries qu'elle a sorties. Je l'entends du début à la fin, comme au début de la série, qu'elle est âgée, qu'elle est un petit peu en décalage avec le personnage, mais quand même, quelle prestation, 88 ans. J'en suis même arrivé durant l'épisode à avoir peur pour elle. Je me suis dit, mais comment peut-elle nous sortir ça à 88 ans? Imaginons tout de même que cette femme a un minimum connu la Seconde Guerre mondiale. Le truc, et c'est quand même pas léger du tout, c'est que au-delà de l'art et de la technique qui l'accompagne, les deux se sont rejoints véritablement et se sont même épousés durant l'épisode 19 de Daima. Il serait véritablement complexe de contredire cela. Et bien sur l'autre pan, la narration, le traitement de certains personnages, de diverses interactions, le récit, la cohérence me paraissent soit bancales, voire mises en danger. Et du coup, je me pose beaucoup de questions. Encore une fois, à nouveau, je vais pas vous refaire mes laïus précédents, mais sur ce Dragon Ball que l'on a tous en perspective, et pourtant ce n'est pas le même. Chacun a son Dragon Ball, mais il y en a beaucoup quand même parmi ceux qui s'expriment, encore une fois c'est peut-être qu'un microcosme, pour lesquels avoir eu les personnages adultes a suffi à rendre Daima acceptable, voire même bon ou très bon. C'est un état d'esprit que je ne comprends pas. S'il avait fallu choisir au préalable entre adulte et enfant, j'aurais signé direct adulte. Sauf qu'il aurait fallu avoir une autre série, un autre ton, un autre rythme, déjà qu'il n'est pas bon en soi le rythme dans Daima, ça aurait été encore pire. D'autres scènes, d'autres relationnels entre les personnages. Rappelons que Pansy est enfant, malgré ses 82 ans, donc l'avoir passer des nuits avec des grands darons, etc. ça aurait été un petit peu bizarre en fonction de leur aspect physique, même si vous me direz que les rajeunir comme ça n'est que du maquillage, mais on se rend compte que certaines choses sont finement choisies. Au-delà de Pansy, vous pouvez prendre le fait que Goku passe en mode torse nu ou non. Ils se sont largement abstenus de le faire avec Goku enfant, alors qu'à l'époque ça se faisait. Les mœurs ont évolué et dès qu'il est passé adulte, c'est lui-même dans une scène épique qui arrache le haut. Il n'y avait plus aucune retenue. Idem pour la blague concernant Bulma et Vegeta, elle est survenue une fois que les deux étaient redevenus adultes, alors qu'ils l'étaient toujours d'esprit. Mais de corps ça avait changé, ça donnait une perspective différente à la scène, sa perception globale changeait. Bien qu'au final, j'ai trouvé la blague plutôt drôle, mais un peu gênante aussi. C'est pas forcément le genre de lien que j'ai envie de voir être inséré dans Dragon Ball, dans des personnages qui ne nageaient pas dans ses eaux au préalable. Mais en même temps, il est certain que Vegeta allait se faire arracher, et donc c'était soit ça, soit la blague. Je signe direct pour la blague. Il y a vraiment beaucoup de choses qui soit ne vont pas, soit font très peur pour l'avenir de Dragon Ball, Daima, Super ou l'avenir en général. Bizarrement, tout cela est étouffé, mis sous le tapis, sous le prétexte que l'épisode serait très beau, qu'il serait légendaire de par cet aspect-là, qu'il sera en plus un gros plat de nostalgie à ceux qui en auraient besoin. Coucou le SCJ4 adulte, le SCJ3 de Vegeta est là, pourtant non, ça bloque, et dans cet épisode, il y a des éléments qui bloquent beaucoup plus que dans les 18 précédents réunis. Vraiment. C'est pour ça que des fois je me pose vraiment des questions, je me pose un petit peu en tant qu'observateur de ce qui se dit, ce qui se passe sur les différents réseaux, etc. Je fais ça un petit peu comme une veille, au sens de l'analyse qu'elle peut permettre et au sens observatoire également qui lui est affilié, et je me pose beaucoup de questions sur ces deux extrêmes entre lesquels on va vaciller, sur le fait que certains éléments très tape à l'œil vont masquer ce qui fait le fond de cet épisode, par exemple, sur les retournements de veste qu'il peut y avoir, qui paraissent parfois légitimes, d'autres gratuits, sur la manière dont d'autres peuvent ruminer en fond leur malheur et vont tenter de trouver la moindre faille dans Daima pour l'exploser. Il y a beaucoup de choses comme ça que je trouve bizarres, alors qu'il y a beaucoup d'équilibres nettement plus intéressants au milieu. L'épisode souvent sur le fameux vœu formulé auprès de Porunga Rouge, bon déjà ça, il s'appelle Porunga, c'était un petit peu space. Ça explique tout de même, on me l'a signalé, le fait que Degesu et Goma en premier épisode mentionnent un Porunga. Ils l'ont donc reconnu. Personnellement, j'avais cru comprendre que c'était par leur observation de Porunga sur Namek, vu qu'il est invoqué dans l'arc Majin Buu. Mais non, c'est parce que chez eux, il y a également un Porunga. Alors quid encore de Dodorussi, dont le terme a été largement affilié à Neba, et qu'il a prononcé à plusieurs reprises. Sans surprise, pour un épisode nommé Trahison, Glorio a formulé le vœu de ramener ces personnes en provenance du monde extérieur de la Terre sous leurs formes adultes, le fameux Childop, faisant référence à l'opposition à l'enfance en anglais, et qui a été transposé et intégré au Namek dans Dragon Ball Daima. J'ai adoré la phase où Son Goku
enfant, gagne déjà en maturité et en recul sur la situation en se rendant compte que son corps est en train de changer, que Glorio a évolué dans le bon sens, que le vœu qu'il vient de prononcer les ramène à leurs états antérieurs. Les scènes sont super stylées, hyper classe, le Piccolo, le Vegeta, ils ont tous une aura folle, des petits dialogues qui sont vraiment à leur mesure, un Goku qui va se réchauffer, mais on se rend compte rapidement que les blessures ne sont pas soignées malgré l'aspect visuel. Ça aurait été plutôt sympa de les garder un petit peu amochés du coup. Pourquoi est-ce qu'on ne voit plus d'égratignures, de blessures ou autres? Ils sont adultes en plus. C'est vraiment pas le moment de censurer et les rendre tout beaux, tout neufs, tout propres, alors que dans le récit ils ne le sont pas. Il y a un petit décalage. Mais bon, ça c'est pas bien grave. J'ai plus rigolé sur la face de Dende bébé qui redevient adulte avec Pansy que la blague de Vegeta et Bulma avec le fameux bain traditionnel au furo. Par rapport à ces personnages qui sont toujours en mauvais état malgré le vœu. Du coup, premier couac pour moi au niveau du scénario, et je vous avoue, j'ai vu personne en parler, il y a Dende. Dende, ça fait partie de sa panoplie de capacités de pouvoir soigner quelqu'un. On peut toujours nous dire qu'il n'a pas assez d'énergie pour le faire sur tous, mais soigner un Goku ou un Vegeta, c'était vachement pertinent. Surtout que là, Goku, de par son état d'esprit, n'allait pas s'en priver, alors qu'en face, il y a Goma dont l'œil a été plus que mis en avant, au cœur des dialogues et visuellement, encore plus que précédemment. Autant c'était subtil relativement les précédentes semaines, autant là, ça crevait l'écran, et j'avais quasiment l'impression de voir Zamasu immortel, le Zamasu de base, lorsqu'il se faisait entre guillemets tuer et revenait à la vie. À chaque fois, il était ramené. J'ai eu l'impression de voir la même chose avec Goma, j'ai eu l'impression qu'il s'est pris des gros KO, parfois même peut-être qu'il a frôlé la mort, et à chaque fois, il était ramené, surdopé en puissance, soigné évidemment, voire même reconstruit. Après le Final Flash, l'œil carry Goma à ce point-là, on est vraiment dans le Hogyoku numéro 2, avec probablement moins d'explications techniques l'entourant, mais une surdose de lore et de mysticisme autour. Le vœu étant exprimé, Arinsu n'obtient pas le sien, Glorio se rapproche de la gloire, et je me pose alors des questions sur les propos d'Arinsu. Elle a eu sa petite scène avec Majin Buu que j'ai beaucoup aimé, alors il reste toujours dans l'aspect un petit peu coursier. Il va chercher ce qu'on lui demande à la supérette ou autre. Là, c'est carrément un livre magique, mais on continue d'exploiter son aspect Majin, une entité magique, ainsi que intellectuelle. Il ne brille pas sur le reste, d'ailleurs Dou était absent de l'épisode, c'est bizarre, mais Ku a encore fait de belles preuves, aussi bien en termes de rapprochement avec Arinsu que d'efficacité. Il a apporté beaucoup à Arinsu qui elle-même, malgré ses pouvoirs, malgré sa prestance, n'en était pas capable, elle était paumée, alors qu'elle avait tous les attirails de la bonne sorcière. Concernant Arinsu, il y a d'abord un questionnement donc, concernant ce qu'elle a transmis comme info. Faut taper 3 fois dans la nuque de Goma pour lui retirer l'œil. Ok, ça fait encore très RPG, vous l'avez remarqué. Le fait de taper 3 fois le boss final, c'est un classique parmi les classiques. Mais l'on sait aussi qu'il y a de plus en plus de RPG, voire de JRPG, qui essayent de dévier de ça, en proposant une nouvelle phase surprise, un autre ennemi, quelque chose qui sort. Pourquoi pas le 3e œil ici? Enfin bon, il reste un seul épisode. Pour le moment, pas de double épisode annoncé, on verra bien. Il reste beaucoup, on va le voir, à expliquer, et beaucoup à montrer en termes de combat, et un emballage de fin qui se fera soit de manière trop abrupt, ou bien en ouverture vers quelque chose d'autre. C'est possible. Je me demande donc si Arinsu a dit la vérité par rapport à ça, parce qu'on n'a pas vu écrit de nos propres yeux sur le livre qu'il fallait taper 3 fois, et peut-être que taper 3 fois c'est marqué, mais que ça donne autre chose que la libération de Goma du 3e œil. On ne sait pas. En tout cas, je ne serais pas étonné de voir Goma ressortir de l'œil extrêmement affaibli, reprenant sa forme chétive, récupérant la cape. Si on veut vraiment se débarrasser du personnage pour qu'il ne cause plus de tort, pourquoi pas un coup ou un doux qui l'absorberait, ce qui permettrait à Arinsu d'avoir l'une de ces deux créatures qui soit surdopée. Et là où j'ai trouvé ça pas bon du tout, c'est sur le relationnel, le lore, le background qui unit Glorio à Arinsu. Il y avait quelque chose à faire, mais on n'a pas le temps. Et comme le rythme de la série n'est pas bon à mes yeux en tout cas, et je pense que de manière assez détachée des miens, elle n'est pas très bonne non plus, mais bon, on sent qu'il y a quelque chose entre Glorio et Arinsu, qu'elle l'a sauvé du 3e monde des démons, c'était sous-entendu au préalable lorsqu'ils étaient dans le vaisseau avec Shin et tout ça, mais c'était quand même le bon moment pour mettre un flashback sur le personnage. Il aurait fallu peut-être même le faire au préalable. À minima, vraiment nous faire un petit truc très court, mais percutant comme ça l'a été avec Jiren. On peut pas dire que le lore du personnage ni son histoire ne soit développé à Jiren, mais s'il a aussi marqué les esprits, c'est parce qu'il y avait le petit flashback sur Jiren enfant. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas eu ça sur Glorio? Au moins ça. Ça prenait peut-être 2 minutes, c'est vrai, mais je pense qu'on pouvait les trouver dans l'épisode, en dehors même des combats, et nourrir cette histoire entourant le passé de Glorio, qui sera peut-être développé en l'épisode suivant, peut-être dans la suite de Dragon Ball, animé, manga, film, peu importe, mais pour que la scène marche aujourd'hui, il aurait fallu que cela
cela nous soit expliqué. Du côté d'Arinsu, c'est pareil, pour que ça soit plus fort, il aurait aussi fallu peut-être développer quelque chose du style « c'est une Majin frustrée de ne pouvoir jamais donner vie ». D'où le fait qu'elle se focalise sur les créatures, les créations, les recréations de Majin Buu, qui est considérée comme une créature ultime, alors que c'est paradoxalement un échec, et pour ça aussi qu'elle aurait pris un être tel que Gloryo sous son aile, pour compenser le mal-être dû au fait qu'elle ne peut pas enfanter, de par sa nature. Ça aurait été intéressant de savoir que si ce Majin-là, Arinsu, a pris une forme féminine, en sachant que Shin-Nare nous a expliqué qu'il n'y a pas vraiment d'hommes ou de femmes chez les Kaioshin, ils sont asexués, mais ils peuvent prendre une apparence qui est genrée, comme les Namek au final, asexués, mais qui ont tous l'apparence d'hommes, et bien pourquoi pas que pour Arinsu, ça s'explique de par son mal de ne pas pouvoir donner vie par elle-même. C'est des choses qui s'écrivent vraiment toutes seules, et pourtant Daima ne les fournit pas. Et je trouve ça vraiment dommage que l'on essuie l'éponge, juste parce que derrière, le SSJ3 et le 4 sont super beaux. Alors c'est vrai qu'ils sont vraiment très beaux, et surtout du côté du SSJ4 et SSJ3 de Goku, tout ça, on a rarement, voire jamais vu ça dans Dragon Ball. Mais quand même, quand il y a de vrais défauts, et pas de quoi gesticuler en surface sur internet, il faut aussi le dire. Je me suis efforcé de le faire sur les 18 premiers épisodes, et dans le 19e, beaucoup de choses ne sont pas au rendez-vous, à commencer par le développement respectif et croisé d'Arinsu et Gloryo. À la suite, c'est du Vegeta au combat, et là aussi on peut se poser beaucoup de questions sur les niveaux de puissance. C'était déjà le cas en épisode précédent. Quand il y a des pistolets, tout le monde crie au scandale, mais quand il y a Gloryo et Piccolo qui s'associent la semaine dernière face à Goma, et qu'ils arrivent à lui tenir tête même si Goma a gagné, personne n'a rien dit. C'est bizarre. Quand il y a Vegeta, forme de base, arrive à mettre de sacrés coups à Goma, qui lui-même venait de se battre avec Goku SSJ4 mini, il y a un problème. Vous mettez qui vainqueur entre Vegeta adulte, forme de base, dans Daima, ou Goku SSJ4 mini? Enfin, pour moi, il n'y a pas photo, c'est quand même le mini Goku SSJ4, haut la main. J'ai bien compris, cet épisode appuie sur le fait qu'avoir son corps adulte, c'était quelque chose de fou, mais je trouve qu'il y aurait quand même un abus à nous dire que Vegeta, forme de base adulte, est similaire ou supérieur à Goku SSJ4 mini. Surtout que s'il était si fort que ça, pourquoi est-ce qu'il passe au Super Saiyan, ne combat que très peu, n'utilise pas le Super Saiyan 2 adulte, qui serait déjà un bel argumentaire, et va passer au 3, hormis pour flatter nos émotions et nos rétines. Dans le récit, ça n'a ni queue ni tête, surtout qu'entre temps, on nous fait comprendre que Vegeta adulte est si puissant que Goma reçoit quelques petits power-ups de la part de l'œil, ce qui motive évidemment son SSJ3, mais du coup si on suit cette logique-là, il y avait de quoi tenter avec le SSJ2, peut-être même dès le départ. Ça aurait permis d'avoir un réel choc sur Goma au lieu de niveler autant. Forme de base, SSJ1, SSJ2, bon, ils savent du côté de la production qu'on apprécie ces évolutions, ces combats évolutifs, et ils nous ont refait le coup avec Goku après, mais quand même, là, on perd une forme de logique également dans la présentation de cette histoire-là. Alors évidemment, le combat derrière, qu'est-ce que vous voulez en dire? Il atteint des sommets, il les brise. Vegeta SSJ3 adulte, il est pas si angulaire qu'on aurait pu le croire, enfin bon, c'est un sans faute. On aura bien Shin qui va préciser que c'est le SSJ3. Une des forces de l'épisode, c'est que ce combat, en priorité de Vegeta, bon déjà ne va pas se finir sur un échec cuisant de sa part, mais va aussi permettre à Goku et Piccolo de formaliser une stratégie grâce aux apports d'Arinsu, mais tout de même de réfléchir à quelque chose, de voir quels sont les points forts et faibles de Goma. On recoue avec cet aspect Ogyoku du troisième œil, à chaque fois il rebooste, apporte un power-up et reconstruit le corps de Goma. Ça a l'air invincible, mais il y a peut-être une faille avec ces 3 coups dans la nuque. Les ouvertures ne seront pas faciles à obtenir, et on va donc agir de concert, de pair. On aura même Piccolo qui va dire « faut arrêter de s'acharner au combat comme ça », sous-entendu « faut arrêter de faire le Saiyan fier qui va juste mourir au combat. Il y a une menace, elle est réelle, elle est peut-être plus ample que jamais auparavant dans DB, alors mettons-lui un terme tel qu'il le faut, tel qu'il se doit. Et après tout, l'adversaire en face, lui aussi triche avec le troisième œil. Le petit Goma n'aurait jamais fait tout ça. Donc là, il y a vraiment quelque chose d'intéressant dans l'épisode. On vient en plus d'avoir une phase de rapprochement entre Goku et Gloryo, plutôt sympa, plutôt symbolique, qui aurait été plus forte si l'écriture du personnage était plus développée et profonde. Mais bon, ça a tout de même fonctionné jusqu'à ce que Goku dénomme Gloryo, un peu comme si le personnage était véritablement dans ses baskets désormais, qu'il n'était plus une fraude. Même Pansy, qui vient de son monde en définitive du troisième, va lui réserver un accueil plus que chaleureux, et la manière dont Gloryo rejoint ce qu'il y a de la Z-Team ressemble énormément au dernier ending de Dragon Ball GT, avec le fameux Goku qui rejoignait les siens, Goku adulte avec le bâton Nyoibo et une queue, une très belle symbolique, un point de liaison magnifique entre GT et Daima ici. Le SSJ3 de Vegeta, c'était une perle, le Final
Final Flash, qu'est-ce qu'il a fait du bien? Et en même temps, qu'est-ce que j'ai été frustré de ne pas entendre Vegeta qui reprend sa vraie voix dire Final Flash. Heureusement que la scène visuellement, même sur le plan sonore au niveau des effets qui l'accompagnent, était surpuissante, mais c'est vrai que seulement des cris de la part de Ryo Horikawa, c'était pas suffisant. Il fallait qu'il nous le dise. Le résultat est cosmique et ça m'a vraiment donné l'impression de tuer Goma, qui a pu revenir une fois reconstruit par l'œil. Et on ne sait même pas sur ces plans-là si Goma est si loin qu'on ne le perçoit pas ou s'il a été réduit quasiment en cendres et qu'il ne reste que le troisième œil de Lumineux qui va le reconstruire. Ce serait intéressant de savoir si Majin Buu, l'originel, a bénéficié de pouvoir du troisième œil lors de sa conception, mais vous imaginez tout ce qu'il resterait à décrypter dans l'épisode 20, ramener Marba, des explications et tout. Si l'épisode n'est pas un double, ça va être très chaud. Et je m'attends à des explications en épisode 20, mais je ne m'attends pas à ce que tout trouve réponse. Il y a tout de même quelques points clés qui en trouvent, comme le fait, et on a tenté de me tourner en ridicule vis-à-vis de ça, mais tel que le dit l'adage, n'atteint pas qui veut. Vis-à-vis de cette vidéo, elle est disponible sur la chaîne et je vous y partageais ma vision quant au SSJ3 de Vegeta à l'époque mini, ainsi que ce qu'il allait advenir du développement de Vegeta par rapport à la suite, Battle of Gods, etc. et le fait qu'il se rapprochait plutôt du Super Saiyan 2 amélioré que d'un Super Saiyan 3. Alors ok, on nous dit dans l'épisode que les blessures ne sont pas réparées, mais les propos de Goku sont fermes. Il dit en japonais que Vegeta arrive à ses limites relativement à l'utilisation du Super Saiyan 3. Et dans les faits, ça s'est concrétisé. La forme a été perdue, on l'a vu essoufflé, fatigué, qui rappelle beaucoup d'ailleurs Goku, évidemment face au Petit Buu, mais aussi lorsqu'il avait une autorisation une fois mort de revenir sur Terre et qu'il avait trop abusé du SSJ3. Vraiment le personnage transpirant qui n'en peut plus, il est au bout du rouleau. Et lorsque la forme a été enlevée à Vegeta, le combat a été poursuivi en forme de base. Donc les limites de Vegeta n'ont pas été atteintes, mais c'est en premier lieu celle de son Super Saiyan 3. La porte étant désormais extrêmement grande ouverte par rapport à ce que j'explique depuis des semaines, voire des mois sur la chaîne. On est là dans un entre-deux vis-à-vis de Vegeta, au cours même de son évolution. Il apprend de par son expérimentation sur le terrain du SSJ3 ce qu'il doit en faire ou non pour la suite, probablement ce qu'il peut en retirer pour améliorer son SSJ2. Pourquoi pas lui donner de bonnes raisons après l'avoir utilisé de ne plus jamais taper dedans, car il va développer des formes supérieures, mais aussi car il va trouver une alternative de renom avec son Super Saiyan 2. Le cadre est complètement posé vis-à-vis de cela dans l'épisode, il deviendrait très compliqué pour qui le voudrait de le nier. Alors hormis la stratégie conjointe Goku-Piccolo que je trouve superbe, bon ça casse pas trois pattes à un canard non plus, mais bon, elle est quand même plaisante et fidèle au personnage d'origine, le fait qu'il puisse communiquer a priori en télépathie tel que cela était possible avec Piccolo au préalable, je trouve que tout ce qu'il se produit entre les autres personnages n'est absolument pas organique. Peu d'interactions, peu de réactions, si ce n'est narré vite fait pour nommer le SSJ3, si jamais on en doutait par rapport aux figurines, c'est bien le SSJ3, ne vous en faites pas. C'est donc une variante de design propre à Vegeta qui rappelle énormément sa forme Super Vegeta et forcément, pour maximiser la dose de nostalgie, retour du Final Flash dans une forme qui s'apparente à Super Vegeta au cœur de Dragon Ball Daima, expliquant pourquoi pas le remix à son sujet de l'apparence du SSJ3, alors que Gotenks ou encore Goku se ressemblent beaucoup. Même Majin Buu qui imite le Super Saiyan 3 de Goku ressemble plus à Goku que Vegeta en SSJ3. Par la suite, et une fois que tout ce beau monde aura été gêné par l'interaction Vegeta-Bulma, c'est au tour de Goku. Pour une fois, ce n'est pas Vegeta qui mord la poussière et Goku qui y va. On sent que dans le Dragon Ball moderne, on cherche aussi des astuces pour ne plus dévaloriser autant un personnage. On a vu Vegeta gagner face à Goku dans Super Hero, on a vu Vegeta briller face à Broly, même dans la défaite, et ne pas se retirer du combat comme un malpropre. Et là, même si l'épisode 18 de Daima était ridicule sur Vegeta, ils ont largement sauvé sa mise dans le 19e. Goku part au combat, et j'ai remarqué qu'il a fait un petit tour d'abord, avant de se rendre devant Goma. Il l'a regardé dans le dos, un peu comme s'il faisait un état des lieux de sa taille, de son volume, pour atteindre sa nuque. C'est un petit détail de mise en scène qui était vraiment cool. Et après, là, c'est plus du détail, c'est carrément la pupille qui nous est montrée de Son Goku qui devient bleu-vert turquoise, le Super Saiyan s'active, les designs de Nakatsuru à leur paroxysme. D'ailleurs, pour ceux qui ont l'artbook dédié aux travaux de Nakatsuru, vous reverrez du Goku quasiment du 1 pour 1 à ce qu'il était à l'époque, sauf que là, c'est magnifié par les méthodes de travail actuelles et les talents évidemment que l'on y adosse. Goku nous refait ce qu'il a fait à Babidi et Buu à l'époque dans DB, le manga, ou Z, l'animé, qu'il a fait également sur le Petit Buu, sauf qu'il lui expliquait pas, ou qu'il a fait en reprenant les explications auprès de Beerus. Ne l'oublions pas. Faire la démonstration de chacune des déclinaisons du Super Saiyan, et sans dénommer le numéro 4, bien qu'il le soit, je vous le confirme officiellement, publiquement, sur les produits dérivés, les figurines s'appellent Goku
Super Saiyan 4. On a également une personne en charge de la photographie de l'épisode 19 qui sur ses réseaux l'a appelé Super Saiyan 4. Je vous avais dit qu'en interne c'était dénommé SJ4. Il n'y a plus aucun doute, c'est officiel. Le Super Saiyan 4 est intégré à la continuité de Dragon Ball. Sauf que Goku ne le prononcera pas. C'est peut-être possible pour l'épisode numéro 20 dès les débuts, et voici le Super Saiyan 4. Il va même choquer Vegeta car il avait de gros doutes, tout comme nous, que Goku puisse y parvenir. 1, 2, 3, ok, mais on avait bien vu une impulsion magique de la part de Neba, la queue apparaître en cours de transformation et disparaître lorsque Goma avait fait rétrograder Goku. Alors comment cette transformation est-elle possible? C'est l'une des craintes, et il est important de s'arrêter sur le terme de crainte et de ne pas aller au-delà concernant cet épisode, car il reste un épisode pour voir ce qu'il va en ressortir, pourquoi pas des informations, interviews, des notes laissées par Akira Toriyama, des propos d'Akio Yoku sur le sujet. Si on veut avoir l'esprit très ouvert de voir ce qu'il en serait via une potentielle connexion Dragon Ball Super Daima à la suite si jamais Toyotaru s'y attelait ou autre, mais déjà à minima sans se prendre la tête sur 6 mois, 6 ans ou autre, voir la semaine prochaine ce qu'il se passera. À moyen terme, voir de quoi il en retournera dans les prochaines itérations de Dragon Ball. Et là, beaucoup de monde redoute le fait qu'il y ait un sort pour masquer ces événements dans les mémoires des héros, pour que ça colle avec la suite de DB, que tout cela n'était qu'un rêve. On a parlé de Purunga dont le nom se traduit par Dieu des rêves. Vous avez été nombreux à me dire oui, c'est parce qu'il exauce des vœux. Voilà, vous avez raison, mais ils l'ont pas appelé non plus Dieu des vœux, bien que rêve peut s'y apparenter. Mais je suis persuadé qu'il n'y a pas que ça. Ça peut être aussi l'environnement dans lequel évolue Goku, qui permet à cette forme de revenir. Ça peut être lié à une quantité magique que Neba aurait insufflé dans Goku et peut le lui retirer. Ça peut être Neba qui va reprendre cela et dire à Son Goku: je nous ai sauvé la mise à tous ici, mais ton évolution n'appartient qu'à toi. À toi d'arriver à y accéder ou non, voire même à trouver quelque chose d'autre. On se rend compte alors qu'on est à la croisée des chemins vis-à-vis d'un Goku SJ4 qui pourrait être propulsé dans Dragon Ball à l'avenir de manière assez simple. Il l'a débloqué, il peut le réutiliser quand il veut, ou bien que l'on va le lui retirer. Oublie, rêve, anéantissement de ce pouvoir totalement par Neba, car contre nature, un retrait symbolique en fin de transformation, la queue qui tout d'un coup se désagrège avec un effet lumineux un petit peu magique, et Son Goku comprendrait qu'il est arrivé au bout de cette utilisation. Se pose des questions sur la queue de Son Goku. Elle avait été totalement retirée par Kami, elle a été réimplantée par Neba, le Namek de la légende, uniquement sous la forme de Super Saiyan 4, et Goku justement dans cet état-là, alors que adulte il n'a plus de queue, est capable de la refaire pousser à la demande. Il y a vraiment beaucoup de choses qui restent à être expliquées par Dragon Ball à ce sujet, notamment par Dragon Ball Daima. Encore une fois, ça fait beaucoup pour le 20e épisode, ça fait beaucoup de poids sur ses épaules. Des explications, on va en avoir. Est-ce qu'on va en avoir sur tout, sachant qu'il va y avoir encore beaucoup de combats? L'épisode 20 devant comporter lui-même son lot de surprises, elle pourrait être contrebalancée par son lot de déceptions, ou du moins de frustration par l'absence d'explication de certains faits. Tout récemment sur le live de Susuke, merci beaucoup à tous ces participants d'ailleurs, on a Sofiane le Geek, l'un des invités, qui a proposé une théorie, et elle est peut-être viable, nous disant que pourquoi pas, sous quelque temps, Dragon Ball pourrait nous faire comprendre par des interviews ou autres que la continuité, la chronologie originelle de Dragon Ball, celle validée à la base par l'auteur, puis par la suite par les ayants droit, pourrait être modifiée, pour en exclure non pas Daima, mais pour en exclure Super, car si tu enlèves Super de l'équation, Daima ne pose plus vraiment de problème. Il n'y a plus de débat, il n'y a plus de litige, il n'y a plus d'incohérence, il n'y a pas de continuité rétroactive, il y a peut-être d'autres soucis dont vous allez me notifier en zone commentaire, mais pas tant que ça. Ça déroule après la fin de l'arc Majin Buu sans trop de problèmes. Alors chacun apprécie ou pas Daima, ça c'est un autre sujet, mais est-ce que ça peut s'imbriquer s'il n'y a pas Super derrière? C'est beaucoup plus facile. C'est aussi une possibilité. Le fait que Akira Toriyama aurait voulu reprendre tout le projet en main et se disant bon bah ce qui va arriver à partir de là c'est bien beau là les Gold, les Blue, les machins, mais au final on va reprendre une continuité un petit peu classique avec le SSJ4, on va apporter un SSJ3 à Vegeta et on va dérouler comme ça. On se rappelle du mot de la voix de Vegeta, Ryo Horikawa, le comédien, qui nous disait qu'une toute nouvelle aventure, que toute nouvelle perspective liée à Dragon Ball allait se produire, sauf que Akira Toriyama nous a laissé. Il est mort. Il y a aussi ça qui entre beaucoup en jeu. Peut-être que c'était prévu de faire ce que Sophia nous a proposé comme théorie, mais que l'auteur n'étant plus, il y a de gros doutes en interne et on va se poser des questions si on réhabilite Super, sachant que la marque Super est nettement plus forte que la marque Daima. Ça compte aussi pour beaucoup.
et c'était déjà un risque d'enlever Super pour passer à Daima. Et de surcroît, des infos que j'en avais il y a bien longtemps, quand j'ai appris à propos de Daima, etc. Parmi toutes les informations, il y en avait deux à ce sujet qui sont assez intéressantes. On me disait qu'il fallait se lever de la tête le God et le Blue. Ça ne veut pas dire qu'il faut se lever de la tête Dragon Ball Super, mais plutôt que dans cette série-là, ce ne serait pas le cas, et on a bien compris. Mais on me disait aussi qu'il était prévu d'entrelacer, de croiser, de lier plus tard d'une manière ou d'une autre Daima à Super, et qu'il y ait des formes de répercussions. Est-ce que c'est toujours d'actu? Un avenir relativement proche devrait nous y répondre. Vous voyez le nombre de possibilités à la suite, le nombre d'idées que ça fait fleurir dans nos esprits, ainsi que le nombre de craintes. Donc pour le moment, je vous invite vraiment à ne pas avoir un avis arrêté sur la question, car les possibilités sont immenses. Ça ne veut pas dire non plus qu'il faut perdre toute confiance en toute forme d'écriture. Mais par exemple, je vous parlais des problèmes de l'épisode, il y en a un d'entre vous qui m'avait alerté, qui m'avait dit « Mais attends, c'est bien beau, Childop, Glorio, il fait son vœu, il les ramène d'enfants à adultes. Ok, mais en tout début de Daima, on ne nous a pas expliqué que Goma et Degesu allaient sur Terre pour trouver Shenron, car il est fait de magie blanche, Dende, Kami, etc. et pouvait réaliser des vœux blancs. Tandis que, pour Unga Rouge, maintenant on sait que c'est lui, il est fait de magie noire et peut exaucer des vœux noirs. Alors en quoi ramener, aider Son Goku et ses amis est un vœu noir? Vous voyez, derrière toute cette belle animation, il y a plein de choses qui vont pas dans l'épisode dont on ne discute pas. C'est une chose qui peut être expliquée. On nous dit oui, Neba a tellement bien caché son jeu, il est tellement gentil que Goma et Degesu ont cru que c'était de la magie noire, mais non, c'est juste de la magie tout court, de la magie blanche peut-être que Porunga ait fait des deux, ça peut s'expliquer. Je fais attention à ne pas avoir d'avis trop arrêté sur des choses qui restent un minimum ouvertes, mais c'est quand même sujet à débat par rapport au premier épisode actuellement. C'est le genre de choses qui peut ne pas trouver d'explication par la suite et dont on va se dire Toriyama avait oublié, c'est incohérent, ça s'est mal déroulé, c'est contre-productif par rapport à ce qui avait été imposé, par rapport littéralement à ce qui a lancé la série, les mouvements de Degesu et de Goma, car si on apprend au final qu'ils pouvaient faire toutes sortes de vœux, ça déconstruit tout. Et c'est carrément la même typologie de vœux, vu que l'un agit sur la taille du même groupe de personnes. L'un est considéré comme blanc et l'autre comme noir. Il y a quand même de quoi se creuser les méninges par rapport à ça. J'ai beaucoup apprécié la petite mention de Ibis vis-à-vis de ces personnes-là, en leur disant mais Goku et tout ça là, vous ressemblez de plus en plus à des Majin. Et je répète que Majin, ça ne veut pas dire démon foncièrement, ça veut dire entité magique. Forcément, avec tout ce déploiement qu'en fait Goku, d'ailleurs même Goma croit que c'est de la magie, ils ont plus l'air Majin eux-mêmes que Majin. Mais quand l'on se rappelle que le multivers a été créé par Rimus, il n'y a plus rien de si bizarre à cela. Ça fait véritablement penser à l'héritage de Otsutsuki laissé dans l'œuvre Naruto et ses suites vis-à-vis des ninjas, le jutsu étant un descendant du Shinjutsu. Bon ben là c'est pareil, ce que fait Son Goku ici, ça a l'air d'être un déploiement de quelque chose dont il a hérité, car il a été indirectement à minima créé par un Majin, et notamment le Super Majin Rimus. Peut-être pas sa race en direct, mais tout découle de lui. Et puis attendez, ce Goku SJ3 en pleine transformation vers le 4, en plus d'avoir des yeux rouges, vous ne trouvez pas qu'il a l'air démoniaque, au sens global du terme, mais aussi au sens daimaesque du terme? Car bien que cela ne soit probablement que dû au choix d'ombrage de la part de Yuya Takahashi sur ce Goku, au niveau de son front, ça forme une sorte de troisième œil, plus triangulaire d'accord, mais quand même on distingue un truc, surtout avec ce plan là sur Goku, on dirait qu'il se perd lui-même dans son propre esprit ou que quelque chose prend le dessus. Vous aussi, vous avez eu ce ressenti-là ou je suis un petit peu seul dans l'affaire? Enfin bon, j'espère pas, parce que quand même, ça a l'air de transpirer à l'écran. Son Goku se transforme alors, une scène qui va marquer les esprits sur tellement d'années, sur tellement de décennies. Les trois mondes du Daimakai vibrent, résonnent, s'illuminent à cause ou grâce au pouvoir de Son Goku. Le fossé en termes de puissance entre le SSJ4 mini et adulte a l'air inimaginable. Et on a vu à quel point Goma a reçu des power-ups entre temps, avec son œil qui l'a à chaque fois remis debout et d'aplomb. Et on se doute bien que le SSJ4 devra faire ses preuves en épisode numéro 20. Un minimum, là où le SSJ4 mini a brillé mais pas tant que ça. Il va devoir faire face à une magie redoutable de Goma, à une reconstruction de son corps, à des changements de taille, pourquoi pas à une prise de contrôle et de dessus par le troisième œil, c'est ce que l'on espère beaucoup sur cette chaîne depuis des semaines, et le Goku qui se transforme avant, pendant, après, tout est une réussite. Tout est un sans faute. Nombreux se plaignaient du manque d'iconisation du SSJ4 avec le Goku petit. C'est totalement à l'opposé ici. Et ce n'est pas parce qu'il est petit ou grand en vérité. C'est juste parce que les travaux sont meilleurs dans l'épisode 19. Il y a tout un travail qui a été fait. Et d'ailleurs, le directeur de la photographie de l'épisode a dit « J'ai voulu faire quelque chose de différent qu'avec le God ou le Blue ». Pourtant, c'était le même mec qui a travaillé sur ça dans les films. Ça nous a tous hérissé le poil, notamment le SSJ Blue. Et pourtant, le même gars a eu d'autres idées lorsqu'il convenait de traiter une autre forme. Évidemment, il y a un référentiel préexistant.
instant avec le SSJ4 de DBGT, le Goku qui arrive par-dessus la colline et tout, on l'a déjà vu en quelque sorte dans DBGT, mais la manière dont c'est présenté arrive à flatter ce qui s'est fait à l'époque, tout en renouvelant la scène et en créant une nouvelle mythologie autour du SSJ4. Et là, c'est vrai que c'est quand même plaisant. Le truc, c'est que derrière tous ces jolis plans, il y a beaucoup de questions à se poser sur les tenants et aboutissants de cette forme, beaucoup de questions à se poser sur la continuité de Dragon Ball, et je suis vraiment étonné qu'il y ait si peu de monde qui ne le fasse actuellement. Alors je ne sais pas si à la fin de cette vidéo, on m'accusera de vouloir taillader Daima, de vouloir œuvrer pour le downfall de Daima. Ça serait assez drôle. Après 18 semaines durant lesquelles on m'a dit que j'étais trop complaisant envers la série, le truc c'est que je vous dis juste ce que je pense, je vous livre juste les analyses qui sont les miennes, peu importe le sens dans lequel elles vont. J'essaye d'atteindre à minima ma propre vérité, et c'est en pleine sincérité que je vous la partage. Alors suis-je le seul, ou bien vous reconnaissez-vous par exemple en commentaire, avoir vu un épisode de Dragon Ball qui va probablement entrer dans la légende, qui va s'ancrer dans nos mémoires, qui m'a fait vibrer comme rarement un épisode de Dragon Ball ne l'a fait, de la série originale jusqu'à aujourd'hui, et qui pourtant comporte manifestement tellement de défauts. Peut-être plus que toute la série Daima jusqu'à présent en elle-même. Par défaut, je fais le raccourci volontaire d'englober toutes les craintes, qui ne sont pas confirmées en tant que telles, mais qui s'en rapprochent dangereusement. Petite mention spéciale également au fait que Goku SSJ4 avec les yeux rouges, mais surtout au préalable SSJ3 avec les yeux rouges, me rappelle les designs originels du SSJ1 qui devait avoir les yeux ainsi, et non bleutés. D'une manière assez détournée, ils ont réussi à le faire. Parmi les effets nostalgiques, j'aimerais quand même beaucoup revoir le point du dragon. J'aimerais qu'il soit modernisé à la sauce Daima, qu'il soit adapté, que ça soit avec Porunga rouge, avec un Dodorussi, avec Neba, avec un Shenron qui soit un petit peu stylisé, au moins. Me manque toujours autant, et j'avais oublié d'en signifier dans ma review précédente, le fait que Goma résonne avec le lore Saiyan. Je trouve qu'en épisode 19, Daima fait beaucoup plus fort sur la transformation que DBGT, mais ça c'est subjectif aussi. En tout cas en termes d'animation et d'impact, il n'y a pas photo. Par contre, quelque chose que DBGT a toujours dans sa besace, c'est l'ennemi. Baby, au-delà de sa prestance selon les formes, racontait quelque chose en lien avec les Saiyans, avec les Tsuful. C'est peut-être un pari, mais si tel est le cas, c'est un pari qui est pour moi foiré ou foireux dans Daima que Goma ne sache absolument rien. On est aux antipodes de DBGT pour une série dont on nous a dit qu'on allait récupérer à minima l'esprit. Parce que du côté de Baby et des Tsuful, on partait tout de même d'une cohabitation déséquilibrée entre les deux. Ensuite, on a la conquête Saiyan qui est totalement impromptue, l'héritage Tsuful, l'influence sur la technologie Saiyan et évidemment l'affrontement, la mise en opposition des deux, jusqu'à ce que des décennies plus tard, le Tsuful tente de se venger du Saiyan. Alors si le Saiyan lui sort en retour une nouvelle forme qui renoue avec ses propres origines pour lui péter la gueule, ça faisait du sens. D'où le fait qu'en épisode 18, je vous disais face au SSJ4 mini, et c'est toujours pareil avec l'adulte. Il peut faire 3m20, 1m70 ou 50 cm, j'ai l'impression de voir animé prendre forme une étude de marché de Akio-yoku, le producteur exécutif de Dragon Ball. Vous aimez beaucoup le Super Saiyan 4, le voici, et s'il manque des piliers importants de la forme, tant pis, repassez plus tard. Ce que je veux dire par là, c'est que ça aurait pu être une autre forme, elle marchait. Le SSJ4 de Son Goku dans Daima, ça va faire mal aux oreilles ce que je vais dire parce que le truc pète la classe comme jamais, mais il est remplaçable. Tu mets une autre forme réussie, elle passe tout aussi bien, et elle n'a pas besoin, pour le moment, de véritable accroche dans le récit. Le plot twist suprême serait évidemment de renouer avec l'Ozaru et de nous dire que si celui-ci a les oreilles pointues, c'est car il aurait un lien avec les Majin, une interférence Majin Saiyan ou autre, et donc si Neba a pu éveiller le Super Saiyan 4, c'est car il a réveillé la partie Majin de Son Goku. Au-delà de cet aspect bestial et primaire, ça aurait été une résonance entre deux Majin, entre Neba et Goku. Au final, lorsque Tamagami se fait éveiller par Neba, c'est la création d'un Majin qui résonne avec son Majin créateur. Mais bon, ça n'a jamais arrêté les Majin pour donner des power-up. Rappelez-vous Saichiro, rappelez-vous également du vieux Kaioshin. Ils ont pu développer notamment les pouvoirs de Krillin ou Gohan à 2 reprises. Ce serait donc super intéressant intrinsèquement à la forme SSJ4 de Goku qu'elle s'explique ainsi, mais ça ne nous sort toujours pas d'affaire concernant Goma. Quoique, pourra-t-on se dire, si l'on nous explique qu'il y a une base Majin en chaque Saiyan, via le Ozaru, ça le reconnecte tout de suite un petit peu plus à Goma, vu que Goma est le roi des Majin. Ça resterait tout de même plus en retrait que le récit qui avait développé entre Baby et Goku. Bien que je reste sur mes appuis en attente de l'épisode numéro 20, je ne vendrai pas la peau du singe avant de l'avoir tué.
J'attendrai donc l'épisode 20 pour valider ou invalider chacune de mes craintes, aspirations et projections. Je regrette de ne pas avoir eu un épisode 20. Bon, c'est très personnel peut-être, mais j'aurais beaucoup aimé voir Goku et Vegeta de concert en Super Saiyan 3, adulte de préférence. En termes d'épisodes généreux dans lequel il y a à boire et à manger, et malheureusement toute la nourriture n'était pas comestible, l'épisode 19 signe largement cela. Mon analyse de preview du prochain arrive sous peu de temps. Pourquoi pas une petite review du chapitre numéro 104 de Dragon Ball Super. Au passage, on va pas s'en priver quand même. Pourquoi pas de la news si les ayants droit se bougent vis-à-vis de la fin de cette série, vis-à-vis de ce qui pourrait arriver ou non à la suite. On ne peut pas faire plus chaud comme moment concernant Dragon Ball, et c'est d'ailleurs aussi avec le cœur assez tiraillé qu'on peut regarder ce genre de série. Vous me direz s'il en est de même pour vous, mais à force d'avoir autant de nouveautés sur Dragon Ball, autant de nouvelles histoires qui soient lancées comme si c'était à chaque fois un nouveau début, ça veut dire qu'on doit se taper à chaque fois une fin, et j'ai l'impression qu'il torture un petit peu nos cœurs de fans avec ça. Au-delà de la qualité des séries, et chacun en jugera à sa manière, à chaque fois on doit se rapprocher des grands moments de fin et vivre dans un cercle perpétuel de séparation et retrouvailles avec ces derniers, comme si on était sur Dead by Daylight à relancer des parties, tandis que l'entité nous plonge au cœur de certains cauchemars. C'est toujours sourire aux lèvres que je les retrouve et que je les accompagne, et je le perds toujours au moment où ces derniers vont nous faire leurs adieux ou au revoir. J'ai commencé à ressentir cela en épisode 19, j'ai senti qu'on était en pleine fin, et le 20e devrait mettre la barre très très haute à ce niveau-là. Alors joueront-ils la carte totale des adieux, des au revoir, ou bien l'ouverture vis-à-vis d'un autre récit, d'un tout autre propos, d'une ramification à Daima? Partagez-moi ce que vous en pensez en zone commentaire, cela peut hautement nourrir mon analyse de preview de l'épisode suivant, titré Zenkai Maximum en français, attendu pour le 28 février 2025, et vis-à-vis de l'heure tardive de diffusion au Japon, lorsque l'épisode sera en télévision en lieu et place, nous transiterons vers le 1er mars 2025, date à laquelle l'an dernier Akira Toriyama décédé. Un an plus tard, le dernier épisode, l'apothéose a priori de Daima, sera en cours de diffusion sur ses terres natales. C'est en ces termes que je vous laisse, que je vous remercie du fond du cœur. Vos pouces bleus sont largement attendus, et pour petit mot de passe, on va mettre Goku le sapajou. C'est un petit singe que l'on trouve en Amérique centrale et du Sud, à la longue queue préhensile, et notamment le sapajou fauve ont le don de me rappeler un petit peu Son Goku en épisode numéro 18, le précédent lorsqu'il était mini, bien que là on a vu qu'il a sorti les paluches de gorille, histoire de matraquer Goma dans le 20e. Je vous remercie infiniment, à la fois pour le pouce en l'air, pour ce petit mot de passe laissé en commentaire, pour les bonnes ondes, le partage, d'analyse, d'idées, de théories et de tout ce qui vous passe en tête, tout ce qui vous paraît pertinent, n'hésitez pas, je serai là pour vous lire tous, vous répondre un maximum qu'il me sera possible, vos abonnements et la cloche des notifications. Prenez tous extrêmement bien soin de votre futur, et à plus pour de prochains arts divinatoires.